Alors, j'ai juste à ma gauche Stanislas Benoupo à moi. Bonjour. Bonjour Olali, bonjour Latifou, bonjour à tous. Voilà, il était là depuis ce matin. C'est lui d'ailleurs qui a animé le plateau précédent, la causerie. C'est bien sûr Latifou Boni. Latifou, bonjour. Olali, bonjour à Stanislas, à moi. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Voilà, nous allons opiner par rapport à l'élection du Bénin au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Alors, Latifou Boni, qu'est-ce qui a valu ce prix-là, cette prouesse de notre chère patrie? Bon, est-ce que c'est une prouesse? On peut s'interroger Oui. Quelle en est la portée de point de vue symbolisme. Oui. On peut aussi s'interroger, mais il est évident que voilà, on n'envoie pas, on va dire, n'importe quel pays siéger à une instance aussi, on va dire, particulièrement stratégique. Ceci dit, tout ce que l'on peut dire sur, on va dire, les motifs du choix devrait quand même renvoyer, on va dire, aux critères et règlements intérieurs. Mais il est clair qu'aujourd'hui, au niveau des institutions régionales, au niveau des institutions continentales et même à l'international, le Bénin ne passe pas, on va dire, le Bénin ne passe pas sans attirer l'attention. Oui. Parce que quand vous avez vécu ce que le pays a vécu en 2019 et que vous avez su gérer ces contradictions à l'interne avec sans recourir forcément à l'étranger ou sans se faire assister une assistance politique extérieure, et puis vous vous retrouvez quand même à revivre la normalité et même l'originalité après les difficultés. Tout ceci, ça peut forcément faire effet. Et au niveau politique en Afrique, au niveau sécuritaire aussi en Afrique, ma foi, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin quand même peut se frotter les mains. Au niveau politique, ça marche. Quand les difficultés viennent, on en trouve des solutions. Et puis, au niveau sécuritaire, on ne veut pas dire qu'on peut dormir sur nos lauriers, mais quand même, je pense qu'on peut faire école quand on voit quand même comment évolue la région, la sous-région et même le continent. Ces éléments-là peuvent expliquer bien évidemment le choix porté sur notre pays. Porté sur le pays. C'est vrai qu'il a parlé tout à l'heure des événements de 2019. On se dirait, mais au vu de tout ça, est-ce que notre pays pourrait encore être un exemple dans la sous-région au point où cette institution de l'Union africaine puisse porter son choix sur notre pays? Oui, avant d'en arriver là, il faut peut-être préciser ou rappeler à ceux qui nous suivent que cette élection est intervenue au terme de la 33e session ordinaire justement de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, laquelle conférence a eu lieu les 9 et 10 février à Addis Abeba. Voilà, et donc quand vous voyez notre pays, le Bénin, qui est élu aux côtés des pays comme le Cameroun, le Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Malawi, ça veut dire que l'enjeu est de taille. Et quand on parle de sécurité, vous voyez un peu, quand je prends un pays comme le Ghana par exemple, ou le Cameroun, quand vous voyez un peu la zone géographique dans laquelle se situe le Cameroun avec, il faut également le rappeler, la lutte contre Boko Haram qui est une lutte permanente et sans merci dans cette région-là de l'Afrique centrale. Quand vous voyez un peu le Ghana aussi avec les avancées que le Ghana est en train d'imprimer en matière de politique stratégique et de sécurité, il faut reconnaître tout simplement que le Bénin, qui vient d'être élu dans ce conseil-là, a un avantage certain à défendre, parce que la quiétude, la stabilité relative que nous observons dans notre pays et surtout la capacité de notre pays à transcender les divergences sans recourir, il l'a dit tout à l'heure, à des forces guerrières, entre guillemets, extérieures. Cela nous donne du crédit et ça fait qu'on a fait appel à notre pays.
tout ce que nous mettons en place au plan national en matière de politique stratégique et de défense est en train de payer et il faudrait que nous continuions davantage parce que vous savez que le gouvernement actuel a apporté beaucoup de réformes en matière de sécurité notamment et de défense et ces réformes-là continuent, même si au départ on a observé quelques grincements de dents. Je crois que la mayonnaise a commencé par prendre et il est à souhaiter que au niveau de ce conseil, le Bénin puisse travailler davantage à mériter sa place. Alors, la mission de notre pays, c'est de se pencher sur les questions de règlement de conflits et la gestion et règlement des conflits. Oui, bon, je pense que et Stanislas d'ailleurs moi a rappelé quand vous savez régler les choses chez vous, je pense que normalement ça devrait vous être facile d'amener les gens non seulement à vous écouter mais à aller dans votre direction. En cela, je pense que ça soit au niveau sous-régional ou même sur l'échelle continentale, il y a du chantier, il y a du boulot. Quand vous faites juste un peu attention à l'actualité, là, juste à côté de nous, au Burkina Faso, au Mali, vous vous dites qu'il y a du boulot. Même le géant nigérien, il y a des aspects sur lesquels le géant même a besoin d'assistance en la matière. Vous citez le Cameroun, bien évidemment, qui a peu ou prou eu une réaction peut-être à succès face au terrorisme, même si les résurgences quand même de temps à autre sont là. Mais je pense que l'un mis dans l'autre, quand vous avez l'Égypte première puissance militaire, selon un classement récent, le Cameroun aussi toujours dans le top 10 de ces puissances là, je pense l'Éthiopie, si je me trompe, aussi dans le top 20 et le Ghana, dont je ne me rappelle plus la position, si ce pays est dans le top 20 ou pas, mais de toutes les façons le Bénin, qui n'y figure pas, peut, je pense, sur des questions stratégiques, sur des questions de réflexion, de projection, apporter beaucoup. Vous n'êtes pas sans avoir fait attention aux positions du président de la République sur les questions de sécurité, que ça soit au Burkina ou au Sénégal. C'est une personnalité qui ne préconise pas forcément les bombes ni les avions de chasse. Mais il dit qu'il y a un préalable. D'abord, prioriser le développement qui est, on va dire, l'un des éléments clés de la lutte contre l'insécurité. Vous ne pouvez pas abandonner des espaces et, on va dire, juste avoir des camps militaires les plus aguerris pour pouvoir, on va dire, lutter contre l'insécurité qui cohabitent avec les populations loin desquelles vous êtes. Donc, il préconise, on va dire, un développement pratiquement au niveau des zones abandonnées, parce qu'il y a des pays, vous le savez bien, où en dehors des villes, il n'y a pas la présence de l'État. Il faut mettre fin à ça. En dehors de ça, le chef d'État aussi est dans une dynamique de prioriser le renforcement, la coopération en la matière. Il a à plusieurs reprises répété. Je pense que cette position-là a sans doute penché sur le choix du Bénin, qui quand même a une stratégie peut-être pas la plus militaire, mais quand même la plus pratique et payante. Payante, voilà. Et si nous restons toujours au niveau de la sécurité, parlant de la sécurité, Stanislas Amoah, on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Qu'est-ce que le gouvernement a pu faire ici au Bénin pour convaincre voilà. C'est vrai, on a vu à l'international qu'il a eu à prendre des positions, mais ici, concrètement parlant, qu'est-ce qu'il a eu à faire sur le plan sécuritaire pour convaincre ces décideurs? Déjà, disons que en matière de sécurité, on ne vulgarise pas toutes les stratégies qu'on a, sinon l'ennemi peut en profiter. Et donc, en la matière, l'État béninois, ou en tout cas les forces républicaines de défense et de sécurité, n'ont pas à mettre au goût du jour tout ce qu'elles sont en train de faire pour assurer la quiétude des populations. Mais toujours est-il que, je le rappelais tantôt, l'État béninois a amorcé des réformes, surtout au niveau de la politique sécuritaire. Le simple fait déjà d'avoir tenté et réussi de fusionner et ex-policiers et ex-gendarmes dans un même regroupement appelé désormais la police républicaine, déjà c'est un acquis.
Et ça a fait que au niveau des stratégies cumulées, il n'y a plus des forces épasses, il n'y a plus de dispositions épasses. Tout est conjugué maintenant pour assurer la sécurité des populations. Et vous voyez, au niveau des élections législatives que nous avons traversées aussi, le cordon de sécurité qui a été mis en place, tout l'arsenal qui a été déployé pour que, malgré quelques soubresauts auxquels on a pu assister, qu'il n'y ait pas de débordement. C'est de ça qu'il s'agit. Les forces de sécurité sont là aussi pour éviter les débordements, quelle que soit la situation. Je parie qu'une situation du genre à laquelle nous avons assisté au lendemain des législatives de 2019, une situation pareille se serait produite peut-être dans un autre pays, que cela aurait eu d'autres conséquences. Nous ne mesurons pas forcément toute l'implication des forces de l'ordre à réduire le niveau de violence et à continuer d'assurer la sécurité. Donc je pense que c'est un aspect important et bien d'autres aussi qui ont concouru à la place du Bénin dans ce secteur. Non, pour répondre à votre question, ce qu'à l'interne le gouvernement a fait quand même pour attirer l'attention du continent, non, il faut quand même reconnaître et le remarquer d'ailleurs que le poids du quotidien, le poids de nos questions quotidiennes, le poids de nos charges et interrogations quotidiennes, ces poids-là font que, bien évidemment, nous ne pouvons pas voir les petites évolutions du pays. Et c'est légitime, c'est humain, c'est normal. Il n'y a pas à blâmer que nous ne puissions pas voir les efforts qui sont faits et les résultats qui sont obtenus. Il n'y a pas à ce que nous soyons blâmés. Mais ceci dit, vous ferez attention que pratiquement dans les classements, qu'ils soient liés au développement, qu'ils soient liés à l'économie et autres, tout ça nous vient d'abord de l'étranger, puis on se dit, ah, nous encore, on a fait ça. Donc, c'est normal, le poids du quotidien. Mais ceci dit, ça ne nous a pas échappé que notre pays ait été cité sur des classements les années antérieures, parmi les pays qui ont quand même fait, on va dire, plus de défense au niveau militaire. On a une armée, on a un appareil sécuritaire quand même qui roulait avec des véhicules que en privé, personne ne voudra rouler, même si c'est pour ramasser du bois. C'était connu. Vous avez des militaires qui traversent, qui sont, on va dire, sur les rues avec des camions. Vous savez que c'est des camions d'avant 1960. C'est connu. Et il y a eu un effort de rééquipement. Maintenant, il passe, vous sentez que ça fait neuf, non seulement de point de vue logistique de transport, mais aussi au niveau de tout ce qu'il y a comme nécessité. Les gens ont fait des efforts. Beaucoup d'investissements ont été faits. C'est pas encore, on va dire, le bout des investissements qu'il y a à faire, mais les efforts se font. C'est vrai qu'ailleurs, quand les efforts se font, il y a quand même une communication qui a pour but de dissuader. Parce qu'il y a aussi ça. Quand les malfaiteurs ou tous ceux qui sont animés par les choses dont nous parlons, les choses qui font l'insécurité, quand ils ne savent pas que vous avez des capacités dissuasives, quand vous ne les dissuadez pas, ils peuvent agir. Mais ceci dit, sans faire du bruit, le Bénin quand même arrive à contenir tout ce qui dérange ailleurs. N'oubliez pas, on est frontalier avec le Burkina, on est largement frontalier avec le Niger, on est aussi frontalier avec le Nigeria. C'est vrai que les gens peuvent se dire, tout ce qui se passe là-bas, les gens sont gentils avec nous. Non, mais il n'y a pas de gentillesse en la matière. C'est parce que le Bénin quand même arrive à contenir. C'est vrai que le chantier il est là, béant, parce que n'oubliez pas, les États-Unis superpuissance, ils ont ces États-là, ils ont aussi vécu ce qu'ils peuvent vivre en matière d'insécurité. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites ici. Dont on ne sent pas comme ça la portée, mais les effets sont là. On est tranquille. Au niveau investissement, les gens ont la preuve effectivement que méthodiquement des choses changent. On a quitté le gouffre des années 1950, 1960 pour peut-être un peu actualiser le matériel. Le matériel, à part l'équipement matériel de l'armée, Stanislas, vous parliez tout à l'heure de la fusion de la gendarmerie et de la police. C'était pas gagné d'avance parce que même à l'interne, ces gendarmes et ces policiers n'étaient pas d'accord.
Oui, c'est ça. Oui. On va les appeler peut-être ex-gendarmes et ex-policiers désormais. Et puis ils sont fusionnés maintenant. Vous savez, toute réforme entraîne, qu'on le veuille ou pas, quelques remous, quelques contestations. Oui, mais comment est-ce que l'État a pu... Et donc, oui, vous savez, l'État définit sa politique de développement dans tous les secteurs. Et l'État, justement, c'est ça qui m'amène à observer que au niveau des analystes, on peut ne pas l'aimer, mais le chef de l'État a toujours été dans une logique méthodique. Il a toujours fait les choses les unes après les autres, après justement avoir bien sondé le terrain. Personne n'aurait parié son petit doigt pour dire que la fusion allait réussir. Mais finalement, ça a commencé par prendre. Vous voyez? Et c'est en cela que je dis que même quand vous établissez le parallèle au niveau même de la création des deux partis qui se réclament aujourd'hui soutenant les actions du chef de l'État, il y a des personnes qui hier étaient fortement attachées, merci beaucoup, ne pouvaient même pas se saluer. D'autres qui étaient fortement attachés à leur parti, ça c'est mon parti politique, ils ont dû laisser tomber pour fondre soit dans le Bloc républicain, soit dans l'Union progressiste. Et ça c'est la marque du chef de l'État, ou ailleurs justement, ou ailleurs. Et ça c'est la marque du chef de l'État. Il faut le reconnaître. Et cette marque-là, il l'imprime au niveau de la police républicaine aussi. Et il y a quelque chose sur laquelle Latif est passé peut-être assez rapidement. La nouvelle tenue de la police républicaine. C'est une tenue, qu'on le veuille ou pas, qui leur sied mieux aujourd'hui et qui quand même fait qu'ils sont fiers quand même de l'élaborer. C'est quelque chose. Vous voyez, donc, j'estime que des efforts sont faits. Et n'oubliez jamais, anciennement en tout cas, ils sont toujours appelés la grande muette. C'est des gens qui ne parlent pas. Et cette police républicaine nous montre qu'elle est quand même assez discrète aussi. Oui. Les stratégies sont dévoilées dès lors qu'il y a des attaques ou bien dès lors qu'il y a des événements sur lesquels la police républicaine peut intervenir. Ils interviennent et assez rapidement et efficacement, mais ils ne sont pas là pour dévoiler leur stratégie. On va faire ci, on va faire ça, non. Et pour la lutte contre la cybercriminalité, nous avons vu avec quelle efficacité la police républicaine est allée aux trousses de ces hors-la-loi là, entre guillemets, et continue d'ailleurs de faire son travail sur d'autres tableaux. Donc, c'est autant de choses que la police républicaine fait pour assurer davantage la sécurité. Non, comment a-t-il fait pour réussir la fusion? D'abord, rappeler que c'est la plupart de ces grandes réformes-là ne sont pas des débats comme ça nés en 2016. Donc, c'était des grands dossiers que les gens croyaient brûlants, intouchables, infaisables, que lui, il prend et puis il les met, il les applique. C'est quoi son secret? Bien évidemment que je ne sais pas. Mais il est quand même à noter la force quand même de la force des choses. À savoir que la force du raisonnement, à savoir que vous avez en Afrique une structuration, on va dire, des appareils sécuritaires et militaires qui sont les copies pratiquement pâles de l'Occident, pour notre cas de la France. Ailleurs, la gendarmerie, c'était fait, on va dire, pour les zones rurales. Et puis la police pour les villes, si vous voulez, puisque nous parlons d'ailleurs que nous avons copié ça en France, bien évidemment, ça devait être ça. Mais ici, qu'est-ce qui était remarqué? Et la gendarmerie et la police sont en ville. La gendarmerie un peu à garder les structures administratives et puis, mais de toutes les façons, opérer sur les routes et puis aussi en ville. Conséquence, vous avez la zone rurale abandonnée. Aujourd'hui, étant ensemble, l'obligation pour chacun d'être déployé là où il doit l'être, donc fait que on a plus de leur impact collectif. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Latif Oubouni, pour avoir participé à la causerie de ce jour, élection du Bénin au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Nous avions parlé de tout ce que le gouvernement a pu faire pour impacter le continent.